Bonjour à tous. Déjà, bienvenue au premier Paris Virtual Film Festival. C'est un honneur pour nous, c'est vraiment une première édition. On pense que c'est une première édition peut-être mondiale, puisqu'il y a eu beaucoup de salons, beaucoup de festivals. Il y a rarement eu de festival de films entièrement dédié à la réalité virtuelle sous l'angle du cinéma. Donc c'était normal d'abord de vous proposer des films, des expériences, des ateliers, mais aussi des conférences, puisqu'on a toujours été le lieu du débat. Aujourd'hui, je pense qu'on a réuni les meilleures personnes en France pour parler de ça. Je vais le dire voilà, sans mauvaise foi. Et je vais donc passer directement la parole à Arnaud Collinard, qui va animer cette table ronde. Voilà, très bonne conférence. Bonjour, merci à tous d'être venus cet après-midi. Cette table ronde est intitulée la chaîne du désir, de la production à la distribution. Donc on va discuter de cette notion de désir. Est-ce que c'est pas plutôt la chaîne de l'angoisse aujourd'hui pour la VR? Effectivement, on a sans doute les meilleures personnes pour en parler en France aujourd'hui, et j'ai presque envie de dire les seules. Avec les modérateurs. Voilà. Et je pense qu'une partie des gens qui sont ici aujourd'hui, en tout cas la VR reste un monde relativement restreint, même s'il est en expansion. Et donc pour parler de cette question, nous avons donc Gilles Freyssinet, qui est responsable du pôle web d'Arte, Antoine Quérol, producteur chez Okio et Fat Cat Film, et Camille Lopato, qui est distributrice chez Pickup. Et donc au travers de ces trois profil, une chaîne de télé très engagée sur le numérique, un producteur qui a à la fois une expérience dans la production linéaire et qui a monté un studio dédié à la VR, et une société de distribution. On va essayer d'aborder ces questions pendant une petite heure. Avant de commencer, j'aurais aimé savoir qui, dans cette salle, n'a pas vu d'expérience en réalité virtuelle. Une personne. Très bien. Donc après, je vous conseille de descendre et d'aller voir tout ce qu'il y a de fantastique en bas. Qui n'avait pas vu de réalité virtuelle avant de venir au forum? Donc on a quand même une salle qui est plutôt à l'habitude de en tout cas qui connaît ce format-là et qui travaille dans ou près de ce qui touche à la réalité virtuelle. Donc Gilles va devoir donner des chiffres aujourd'hui. Merci pour ces petites informations. Donc voilà. Alors pour commencer, moi je vais demander un peu à chacun de se présenter. Et je voudrais commencer avec Gilles. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment Arte arrive aujourd'hui à être le principal producteur ou coproducteur d'œuvres ou financeur d'œuvres en réalité virtuelle en France et peut-être même en Europe? Oui, alors avec d'autres médias publics aussi. Ce qui est intéressant, c'est beaucoup plus fort mon micro que le tien, non? C'est ça? Vous m'entendez bien? Ok. Bonjour, bienvenue. Alors pourquoi Arte a fait ce choix-là de lancer des projets sur la réalité virtuelle? On trouve que c'est une suite assez logique de tout ce que l'on a pu développer depuis quelques années. Vous le savez peut-être, Arte développe depuis 2008 à peu près, depuis les années 2008, des projets sur le numérique qui sont pensés spécifiquement pour le numérique, qui ne sont pas que du replay de l'antenne ou uniquement des sites qui permettent de revoir ce qui s'est passé à l'antenne. Donc depuis 2008, Arte propose des programmes sur le numérique. Depuis quelques années, nous proposons des projets interactifs, immersifs, viraux, divers et variés, et petit à petit, on s'est rendu compte que le sujet de la réalité virtuelle était pour nous assez naturel, en fait, une étape assez naturelle pour faire ce que l'on a en tête depuis quelques années, faire en sorte que la chaîne de télé franco-allemande qu'est Arte devienne un vrai média global européen. Donc d'une chaîne de télé, on passe à un média global, c'est-à-dire que l'on propose des programmes et des expériences qui sont pensées à la fois pour la télévision, mais aussi pour les différents supports, que ce soit le téléphone portable, les ordinateurs, les tablettes, etc. Et d'un point de vue même logique de distribution, nous sommes passés d'une logique d'être un média purement franco-allemand à une logique de média européen, voire au-delà, international. Et les projets que vous avez pu voir ou que vous allez voir dans ce festival ont une notoriété qui dépasse largement l'Europe.
et qui vont aux États-Unis, en Asie, et nos producteurs à ma gauche et à ma droite font le tour du monde pour les présenter ces mois-ci. Et donc la logique était de se dire Arte a pour mission la création, l'innovation, la recherche et la mise en valeur de nos talents, qu'ils soient français ou européens, sur toutes les productions audiovisuelles que l'on peut imaginer, que ce soit pour la télévision bien sûr, mais aussi pour le numérique. On le fait depuis plusieurs années. On voulait pousser cette logique dans les projets interactifs, dans les projets accessibles sur le numérique depuis très longtemps. On a développé notamment des jeux vidéo avec Arnaud justement à ma gauche, un projet qui s'appelait Typewriter. Et la réalité virtuelle est apparue un peu à la confluence en fait, de toutes ces expériences, qu'elles soient interactives, qu'elles soient de jeux vidéo, puisqu'on place l'internaute au cœur de l'action en fait, avec cette vue subjective, et ces logiques également d'immersion. Cette immersion que le propose la réalité virtuelle était une suite logique en fait pour nous. Donc depuis déjà 2 ans et demi, nous développons des projets. Le premier projet s'appelait Polarcy. C'était à la fois un documentaire télé, un projet sur le web qui était le suivi d'une expédition au Cercle polaire arctique, une expédition scientifique, et un projet de réalité virtuelle, une immersion dans ce lieu-là à travers quelques vidéos à 360. Donc on y est depuis quelques temps déjà, et pour retrouver ces différents projets, nous avons même développé une application dans laquelle on retrouve nos projets, une application qui s'appelle Arte 360. Voilà un petit peu la logique, et je développerai peut-être quelques exemples de projets plus tard quand tout le monde aura pu se présenter. Parfait. Et donc Antoine, côté Okyo, comment Gilles a expliqué comment un diffuseur du service public arrive petit à petit dans son développement numérique à développer une ligne éditoriale en réalité virtuelle pour un producteur, et pour vous spécialement, comment ça s'est passé? Je dirais que ça s'est passé un peu pareil, mais très différemment, mais mais c'est vrai, avec les mêmes remarques qu'on a eues sur l'évolution digitale. C'est-à-dire, moi, à un niveau ultra infinitésimal par rapport à Arte. Moi, je suis producteur dans le digital depuis 10 ans. On a toujours cette boîte FAT4 qui continue à exister. Et donc, on a fait quelques webdocs, quelques web-séries, des programmes interactifs, des clips interactifs. On fait aussi de la pub qui nous permet de tester beaucoup de choses dans le digital. Et donc, on a créé cette boîte il y a 10 ans. Et donc forcément, pour nous, quand on a découvert la réalité virtuelle, c'était pas une rupture, une révolution, je sais pas quoi. C'était une évolution logique de là où devait aller mon métier de producteur dans le digital. C'est une nouvelle façon de raconter des histoires dont on voulait s'emparer de la même façon dont on a essayé de s'emparer des webdocs et de l'interactivité quand c'est arrivé. Donc on a créé une autre boîte pour ça parce que question d'actionnaires différents et puis des questions de... En France, on aime bien les étiquettes très précises, donc c'est bien d'être spécialiste de quelque chose. Donc on a créé une autre boîte. On aurait limite pu le faire en fait dans la même boîte en continuant ces expériences-là. C'était plus un choix de positionnement. Et après, ce qu'on s'est dit aussi, c'est nous, à titre de producteur, dans le digital, on trouve que c'est une évolution logique, une suite logique, et on a essayé de se dire en quoi c'est si logique que ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui va nous permettre, parce que c'est des choix qu'on a pris il y a 2 ans et demi, c'est des investissements de temps, d'argent. On commence à être plus ou moins sûr que la VR va marcher. À quel niveau, on ne sait pas, mais va marcher. Il y a 2 ans et demi, on s'est posé les questions, et puis... Finalement, si on analyse ce qui s'est passé pendant un siècle, il y a plein d'indices sociologiques qui montrent que la VR était censée marcher et est censée marcher. Il y a deux gros points. Pour moi, il y a tout ce qui est le rapprochement des écrans. On a commencé des écrans très longs au cinéma, puis la télé, puis l'ordinateur, le iPad, le smartphone. Finalement, les 15 derniers centimètres qui étaient de passer de mon téléphone que j'ai là toute la journée à ça, on avait déjà fait une énorme avancée en fait là-dessus. Et l'autre côté, c'était si on analyse à quel point l'immersion, immerger le spectateur, est quelque chose qui est de plus en plus important, mais pas depuis 10 ans, hein, depuis toujours. Je veux dire, la photo, puis on rajoute la stéréoscopie, le cinéma, on y rajoute la couleur, on y rajoute le son, on y rajoute la stéréoscopie, on y rajoute le Dolby, on y rajoute l'Atmos, et tout ça dans un peu une volonté d'immerger de plus en plus le spectateur et de se faire sentir présent dans ces histoires. Donc nous, à la vue de ces 2 grosses évolutions de là où va l'audiovisuel depuis un moment, et nous on est très jeunes dans notre métier, on commence il y a 10 ans, donc c'est très peu, 10 ans d'expérience, on s'est dit la réalité virtuelle c'est quelque chose dont on doit s'emparer, dont on doit aller créer quelques codes, essayer d'en créer quelques-uns ou de les trouver. Et donc c'est pour ça que je dis c'est un peu pareil, parce que tu disais c'est une suite logique, c'était un peu pour nous aussi une suite logique de producteurs digital. On dit souvent pour rire, c'était notre catchphrase de l'autre boîte, c'est Born in YouTube. Nous, on est vraiment nés avec les premiers comptes Dailymotion, les premiers webdocs, c'est comme ça qu'on a grandi. Moi, j'ai pas la télé, un titre de producteur. Si je la regarde, c'est sur Netflix, en catch-up ou sur mon ordinateur, mais j'ai pas l'objet. Et donc voilà, c'était un peu l'envie de s'insérer dans cette évolution qu'on trouvait logique de la production digitale. Et donc c'est ça qui nous a emmenés à la réalité virtuelle aujourd'hui.
Et alors, Camille, au sein de Pickup, comment vous arrivez à construire un modèle de distribution sur la VR? Comment on en arrive là? Exactement. Comment un distributeur en arrive là? On en arrive là parce que on connaît un certain Antoine Guérol qui nous dit un jour viens dans notre bureau, venez dans mon bureau, je vais vous faire tester un masque. Et on teste le masque et on se dit waouh, là il se passe vraiment un truc. Nous on vient de la distribution au départ. Pickup c'est une société de distribution de cinéma traditionnel. Et puis on a depuis notre création qui a eu lieu il y a 2 ans, donc c'est pas non plus très très vieux. On a eu cette volonté de distribuer les films traditionnels donc de façon un peu différente, notamment avec un input technologique. On a notamment créé notre propre plateforme VOD. Tout ça n'a marché que très moyennement. Et le jour où on teste ce casque-là et on se dit waouh, là il se passe vraiment quelque chose, il faut qu'on puisse partager ce waouh avec d'autres gens. Donc c'est là qu'est venu le désir. Donc comment faire? Venant-nous de la distribution et ayant ce regard public, comment faire pour donner à voir? C'était un peu ça notre problématique. Et donc à partir de là, comment faire? Ouvrons un cinéma. Donc tu me présentais comme étant distributrice. Effectivement, c'est le cas. Mais aujourd'hui, on se retrouve aussi et surtout exploitant du premier espace en France dédié à la réalité virtuelle. Aujourd'hui, cet espace, donc qui se trouve 113 rue de Turenne. Aujourd'hui, cet espace, il a 2 aspects. Il est à la fois ce cinéma qu'on a au 113 rue de Turenne, et il est aussi notre cinéma nomade, si j'ose dire, qui est aujourd'hui au Forum des Images, qui sera demain ailleurs et qui était avant-hier à Cannes. Donc on est sur ces 2 phases-là, à la fois sédentaire et mobile, et ce qui va se passer probablement dans les prochains mois, c'est qu'au-delà de la VR cinématique, il va y avoir ce que moi j'appelle la VR debout, avec des Vive, avec des Oculus, pour compléter l'offre de réalité virtuelle qu'on peut proposer au public. Est-ce que tout le monde est familier avec le concept de VR debout? Alors, par VR debout, Camille entend ce qu'on appelle le room scale VR, ou la VR qui utilise ce qu'on appelle le positional tracking, c'est-à-dire vous avez vu des vidéos en 360, vous avez vu des vidéos en 360 en relief, et il y a aussi un certain nombre de casques comme le casque Oculus ou le casque Vive qui vont vous permettre en fait d'être dans une immersion avec des effets de parallaxe. Donc si je prends un exemple, vous avez votre casque de réalité virtuelle et il y a cette bouteille. Si je tourne la tête, la bouteille va tourner avec moi. Si vous êtes dans du positional tracking, en faisant ça, je vais voir derrière et je vais pouvoir me déplacer par rapport à l'objet. Et le room scale VR, c'est en fait, on va avoir des capteurs qui vont être positionnés dans une pièce et je vais pouvoir me déplacer, je vais pouvoir marcher dans cet espace. Et aujourd'hui, c'est l'expérience sans doute la plus immersive et aussi la plus compliquée à installer dans son salon. Mais comme c'est sur une surface de 5 mètres, c'est tout à fait en phase avec les appartements parisiens. Donc je trouve ça tout à fait fantastique. Voilà, en tout cas, effectivement, il y a deux types de formats qui vont être des formats très interactifs et d'autres qui vont être, en tout cas, un peu plus linéaires dans leur investissement. Est-ce que, pour gagner un peu de temps, est-ce que vous connaissez, qui dans la salle connaît les productions d'Arte que sont iPhilip, Sens et Not Sun Blindness? Donc, je pense qu'on va on va passer à la question suivante. En tout cas, est-ce que, en tout cas, on va pas vous montrer les teasers, vous les connaissez, mais est-ce que Gilles, en tout cas, il y a, par rapport à vos premières productions ou coproductions en VR, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale précise qui se dégage de manière consciente ou inconsciente? C'est une bonne question. En fait, on essaie surtout nos projets qui soient interactifs, linéaires pour la télé, pour le numérique, toujours d'être cohérents entre une vision d'un auteur, une vision d'un producteur, un couple auteur-producteur, et la pertinence entre le fond et la forme. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de réalité virtuelle parce que c'était à la mode à un moment de faire de la réalité virtuelle. On s'est dit à chaque fois en quoi c'est pertinent pour ce projet-là spécifiquement, qu'il soit à destination de casques de réalité virtuelle. Donc c'est toujours, s'il y a une ligne directrice principale, c'est vraiment de se dire une cohérence entre le fond et la forme et un point de vue d'un auteur
autour d'un sujet, d'un thème, d'une thématique, peu importe, qu'elle soit documentaire, que ce soit de la fiction, que ce soit du journalisme aussi. Voilà, ça c'est l'axe principal. Après, toutes les thématiques sont possibles. Si vous regardez Arte, que ce soit à l'antenne ou sur le numérique, vous verrez que par le prisme de la culture ou du décryptage du monde qui nous entoure, on peut quand même parler de sujets assez variés. Donc on n'est pas trop restreint en termes de thématiques. Après, sur les projets précis comme iPhilip ou Nuts on Blindness, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'inscrivaient vraiment à la fois dans ce que l'on peut trouver de mieux en termes d'immersion et de pertinent en termes d'immersion, c'est-à-dire être dans la peau d'un robot pour iPhilip, être quasiment essayer de ressentir l'essence que peut ressentir une personne qui perd progressivement la vue. C'était aussi un aspect assez intéressant. Et surtout aussi, ces projets s'accompagnaient également d'une programmation plus globale d'Arte. C'est-à-dire que le projet iPhilip est arrivé en même temps qu'une programmation autour de Philippe Cadic, que vous avez peut-être vu passer, avec un documentaire qui retrace la vie de l'auteur, un jeu vidéo qui nous plonge dans la Californie des années 70, donc autour de la vie de Philippe Cadic, et qui nous permet de voir les différents mondes de Philippe Cadic. Et enfin, la fiction pour casque de réalité virtuelle, ça nous permettait justement de revenir à ce que je disais au tout début, de montrer qu'Arte n'est pas qu'une chaîne de télévision qui décline sur le web ses productions télé, mais que c'est vraiment un média global qui, quand elle essaie, Arte, de traiter un sujet, essaie de le traiter sous les différentes facettes, et en faisant en sorte que chaque support soit utilisé de la meilleure façon possible, en phase avec les usages, en phase avec les fonctionnalités qu'il permet, les codes et les narrations qu'il propose. Sur Nuts on Blindness, c'est un peu la même idée, puisque le projet pour casque de réalité virtuelle s'accompagne d'un long métrage documentaire qui sortira en salle aux États-Unis, en Angleterre, et qui passera sur Arte à la fin de l'année. Donc il y a une production globale qui est imaginée à la fois pour l'antenne et pour le numérique, et aussi des projets dont le fond et la forme sont cohérents pour la réalité virtuelle. Et Camille, tu parlais de ton activité donc, de distribution et d'exploitation. Vous avez mené un certain nombre d'événements comme celui-ci, mais aussi à l'ambassade de France à New York, où vous avez présenté des projets comme iPhilip, Nuts on Blindness ou Sens. Quel regard tu as sur la production française en VR par rapport à tout ce que tu as pu voir sur les différents événements? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de ça de particulier par rapport au reste? Déjà, elle est très bonne. Elle est très bonne, et quand on se compare à d'autres pays, notamment d'autres pays européens, elle est nombreuse. Alors effectivement, il y a dans le sens où il y en a, ce qui n'est pas le cas des autres pays européens. Si on se compare aux États-Unis, évidemment, on est très pauvre, mais en termes de qualité, on est très pauvre en termes de quantité, je veux dire, mais en termes de qualité, on est très bon. Aujourd'hui, on a des expériences déjà qui sont longues d'une certaine façon. iPhilip est un véritable court-métrage, quoi, qui fait un quart d'heure. Nuts on Blindness, comme tu le sais, est deux fois plus long. Il est très difficile quand on va sur d'autres festivals ou en tout cas quand on voit d'autres productions, je pense notamment à Tribeca, on est allé, de trouver des films qui tiennent la route sur plus de 5-6 minutes, quoi. Donc on sent qu'en France, il y a quand même une véritable volonté, et ça va paraître très bête que je dis, mais de raconter une histoire. Beaucoup de projets VR qu'on peut voir à l'étranger, notamment aux États-Unis, n'ont pas tellement la volonté de raconter une histoire, mais sont plus dans l'observation, dans le constat. Il y a beaucoup de choses qui se font avec le spectre journalistique, avec le spectre du reportage, et qui sont, mais en même temps il faut se lancer à l'eau, hein. C'est pour ça que les Américains sont assez forts là-dedans, c'est qu'ils y vont et puis on verra bien ce que ça donne. Mais en termes de production, c'est vrai bien qu'on ait plus de quantité de l'autre côté de l'Atlantique, en termes de qualité, on est mieux fourni chez nous. Voilà. Et Antoine, de ton côté, comme tu as beaucoup présenté iPhilip et aussi été en contact avec un certain nombre de plateformes de distribution aux États-Unis, qu'est-ce que toi, en tant que producteur et porteur de ce projet, qu'est-ce que tu as pu ressentir par rapport aux autres productions que tu as vues ou dans les contacts avec tes interlocuteurs? Du coup, je vais te répondre, mais en même temps, ça me permet de revenir sur ce que tu dis. Je suis 100% d'accord, et j'aimerais dire un mot sur comment ça se fait.
Comment ça se fait que nous, on raconte cette histoire? Comment ça se fait? Pourquoi on a cette chance en France de pouvoir faire ces films? C'est important. Et ça vient à notre façon de réfléchir, à la façon de réfléchir des gens qui nous entourent un peu, comme lui et d'autres institutions. Nous, on a la chance en France, dans ces nouvelles narrations, pour l'instant, d'être dans une logique absolument pas héroïste. ROI, c'est retour sur investissement. Donc les gens avec qui on travaille aujourd'hui, Gilles, il l'a dit, là, c'est le premier truc qu'il a dit, et c'est vrai, c'est pas faux cul, il n'a pas peur d'argent, il a dit le point de vue d'un auteur. Et aujourd'hui, les gens avec qui on fait des films en France, ce qui permet de faire des films comme tu l'as fait, ou comme j'ai pu le faire, ou comme Sens le fait, c'est-à-dire on va avoir des gens qui vont nous aider à faire un film, qui vont, dans le cas du CNC, c'est typiquement totalement une aide, dans le cadre d'Arte, c'est plus qu'une aide, c'est une coproduction avec laquelle on va, mais ils vont nous laisser libres, bien sûr, on parle du scénar, il y a plein d'échanges, des modifs et tout, mais genre, libre d'aller raconter l'histoire qu'on veut, et pire que nous laisser libres, c'est ça qu'ils recherchent, c'est fou. C'est-à-dire ils vont pas se dire, combien de gens vont voir mon film, est-ce que beaucoup de gens vont voir mon film? Mais si, vous êtes content de ça, mais sinon vous n'auriez pas investi comme ça sur un film où c'est faible. C'est-à-dire aujourd'hui, ok, 1 million de Samsung Gear vendus dans le monde, ça reste 1 million, c'est quand même assez faible. Et nous, on a cette chance en France de pouvoir raconter ces histoires. Aux États-Unis, là, j'ai fait 2 voyages récemment là-bas, et nous, du coup, on leur plaît aux États-Unis parce qu'on leur a prouvé qu'on sait raconter une histoire, donc ils disent, venez en raconter chez nous. Eux, aux États-Unis, ils pensent tout de suite ROI. C'est-à-dire, ils pensent tout de suite, comme ils pensent classiquement, mais je dis pas qu'ils ont tort de penser comme ça, il n'y a pas tort ou raison, c'est juste, ça explique la chance qu'on a de pouvoir faire ça. Eux, ils vont tout de suite se dire, ça doit plaire vite, les gens vont pas venir à la VR pour la VR, ils vont y venir parce qu'il y a une star qu'ils connaissent dedans, parce qu'il y a un mec, un comique YouTube qui a fait un truc VR et ça va faire venir les gens à la VR, et eux, ils sont vachement dans cette logique-là. Et donc, dans cette logique-là, on est beaucoup moins libre. Ils packagent immédiatement, alors que c'est très récent la VR, mais eux, ils sont sûrs depuis le début que ça va marcher, ils ont commencé les investissements avant, ils vont pousser les producteurs à aller dans cette logique-là, et nous, on a cette chance en France qu'on n'est pas du tout poussé à aller dans cette logique-là. On est même poussé à raconter l'histoire qu'on veut raconter comme on veut la raconter, avec bien sûr d'abord, on est tous d'accord sur qu'on prend un film avec un distributeur, le CNC, pas n'importe quoi non plus, mais genre une fois qu'il a décidé de t'aider, il te laisse tranquille et il te laisse raconter ton histoire. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a des productions d'une belle qualité, parce que c'est quand même le producteur et le réalisateur et le scénariste qui savent au fond le film qu'ils vont raconter. Et si on les drive tout le temps pour les obliger à mettre ça, faire ça et packager dans un sens qui n'est pas le bon, ça donne des choses qui peuvent être techniquement bien, mais ça c'est le reste de la technique, mais qui vont pas raconter la même histoire, pas avoir les mêmes émotions, pas avoir les mêmes sensations. Voilà, et c'est un peu, donc non seulement je peux rebondir là-dessus en disant pourquoi on arrive à ce constat et c'est tant mieux, et en même temps ce que je vois, il y a plein d'exceptions qui confirment ce que je viens de dire, il y a des trucs, quelques projets américains qui sont géniaux, mais grosso modo c'est ça qu'on voit, et c'est ce qui fait que nous on a des films plus longs, qui racontent des choses, beaucoup plus de choses dedans, et une boîte que j'adore énormément, qui est VRSE, qui est genre une des boîtes mondiales les plus connues en VR. Ils ont fait 6 reportages sur JR qui peint un mur et puis un autre qui va se balader. Non mais j'adore, c'est très bien fait et tout, mais ils sont pas allés dans la même position. Ils ont pris JR parce que c'est l'artiste qui marche le mieux en ce moment, donc ils se sont dit on fait un truc sur JR et les gens vont regarder la VR. C'est vrai qu'ils n'ont pas pris Agnès Varda, étrangement. Étrangement. Et déjà ils auraient pu faire encore moins risqué qu'Agnès Varda parce qu'elle a un look. Déjà tu regardes le film. Mais... Donc voilà, je pense que ça répond un petit peu et en même temps je peux revenir là-dessus. Est-ce que aussi il n'y a pas un constat qui est que les investissements qui sont faits sur le contenu sont pas aussi très liés en fait à des sociétés de technologie qui vont en fait chercher à faire des démos et qui donc en fait vont pas se focaliser sur le contenu en lui-même et être davantage dans une approche en fait de démo pour des objets techniques. Est-ce que Gilles, toi qui es allé au CES, c'était l'année dernière? T'as eu le sentiment? Alors, je pense que l'effet démo est nécessaire puisqu'on est là pour. Enfin, je pense qu'il faut faire adopter déjà la technologie. Donc, du coup, c'est assez compréhensible que certaines entreprises se positionnent d'abord sur la démo. C'est parce qu'on est immergé, qu'on a cet effet waouh, comme on dit, que l'on va peut-être acheter un casque et un téléphone. Nous, l'idée, c'est d'aller au-delà de la question de la démo, de ne pas faire des démos, mais de faire des œuvres, ou des reportages, ou des documentaires, ou de la fiction, peu importe, mais d'avoir un point de vue, une œuvre, une histoire que l'on raconte, et essayer de proposer quelque chose de différent, de ne pas singer les blockbusters ou les jeux vidéo qui vont sortir de plus en plus ces prochains mois, mais d'avoir un point de vue propre, européen, différent, original, et qui nous permette de faire vivre notre création française et européenne au-delà de nos frontières, et surtout sur des supports, alors c'est un peu notre mission au sein du développement numérique d'Arte, sur des supports qui ne sont pas forcément la télévision, qui sont le numérique, et le numérique est assez vaste, et il comprend également la réalité virtuelle. Donc on est de par notre mission, et c'est très important que des médias comme Arte ou de services publics puissent proposer cette offre différente,
et qui n'est pas de la démo. On n'est pas aujourd'hui dans un état d'esprit, comme tu disais Arnaud, de démo pour faire acheter un produit, mais on est là pour faire passer des messages ou proposer des regards à travers des œuvres. Donc c'est peut-être ça la différence. Ouais. Après, on a également des regards d'auteurs outre-Atlantique, et Antoine le sait évidemment, mais aujourd'hui, la vision un peu marketing, elle est là aussi pour faire vendre des blockbusters, pour proposer un côté très divertissant autour de ce type de technologie. Peut-être certains d'entre vous sont allés ou vont aller au nouveau parc d'attractions de Samsung. On est vraiment dans cette logique-là qui est à la BNF ce week-end. Donc on est dans des expériences où on peut faire du surf en réalité virtuelle, mixer au Pacha, Ibiza en réalité virtuelle. On est vraiment dans des démonstrations et pas forcément dans des narrations. Et alors pour développer ces projets, est-ce que après 3 projets en tout cas en production qui sont iPhilip, Sens et Not Some Blindness, et aussi le travail que vous avez fait autour du film Malout, merci. Est-ce qu'il y a une enveloppe standard qui commence à se dégager pour ce type de production et un montant d'investissement de votre part qui commence à se dessiner et qui vous semble cohérent par rapport à votre ambition éditoriale ? Alors ça coûte très cher, mais ça tout le monde le savait. Alors pour être très complet, et parce qu'on est une chaîne franco-allemande, il n'y a pas que les projets d'Arte France sur la réalité virtuelle, et c'est intéressant aussi d'un point de vue même structure. Alors c'est à la fois de la cuisine interne, mais ça peut intéresser aussi le public, c'est que à la fois côté français et côté allemand, on est assez motivé par ce sujet-là. Donc on a 3-4 projets en production côté Arte France, mais il y en a autant côté Arte en Allemagne et puis aussi Arte à Strasbourg, qui est une des entités d'Arte. Donc on a sur notre application Arte 360 entre 10 et 15 projets que l'on peut voir de façon constante. Donc je vous encourage à aller les voir. Et on est sur une variété assez forte de projets, du documentaire sur le culturel plutôt à de la fiction, en passant par des expériences et du jeu vidéo qui va arriver prochainement. Donc ça, c'est pour le tableau un peu complet de ce que Arte peut proposer. En termes de budget, on va être vraiment dans des productions, enfin en tout cas l'apport d'Arte sera assez proche de l'apport d'Arte dans des programmes interactifs type web documentaire ou fiction, qu'elles soient interactives ou pas, assez lourdes. Donc on sera autour de entre 50 et 150 000 euros. Ça, c'est l'apport d'Arte. Évidemment, ça ne couvre pas la totalité du budget du film, qui peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, et sur lequel évidemment le CNC est très important, puisque c'est un des acteurs qui n'est pas là aujourd'hui à côté de nous, mais qui est là dans le public. Je pense que sans le CNC, ces projets ne se feraient pas. Donc on apporte toujours entre 30-40% du budget, entre 50 et 150 000 euros, et puis après c'est le travail de vous, les producteurs, de compléter ce financement. Et donc Antoine, comment on complète un financement pour iPhilip ? C'est vrai que nous, on est un peu, les producteurs européens, on est un petit peu des lâches. On met pas son argent. C'est des logiques. Aux États-Unis, le producteur va investir son argent. Nous, en tant que producteur, bon, sur iPhilip, si, parce qu'on a eu plein de choses qu'on a découvertes et on s'en doutait pas. Mais le but d'un producteur, c'est vrai en France, c'est pas de mettre son propre argent. À la rigueur, on peut mettre 5 ou 10% du budget global s'il faut finir et qu'on est vraiment très convaincu de notre film. Nous, l'idée, en effet, c'est d'aller remplir ces... Je vais donner un chiffre. Allez, disons, on a un film à 600 000 euros, il faut qu'on remplisse ce film à 600 000 euros. Et en France, on a l'avantage de pouvoir facilement, ça veut dire un super scénario, un super réal, c'est pas si facile que ça, mais si on a ce package artistique, en France, on va pouvoir trouver 350 400 000 euros. C'est quelque chose qui, si on se donne du mal, si on cumule quelques aides du CNC, des aides à la musique avec la SACEM, des aides pour les comédiens avec l'ADAMI, une région, des choses comme ça, bien sûr le diffuseur, on va réussir à avoir une enveloppe de 400 000 euros si on est un producteur qui se débrouille un peu bien, un peu facilement. Hein. Ça veut quand même dire un an de travail, des choses comme ça. Mais on a ces circuits-là. Maintenant, le problème que moi j'ai en tant que jeune producteur, en tant que producteur audiovisuel tout court, jeune ou moins jeune, c'est comment je trouve le delta qui m'amène de ces 400 000 euros que je peux trouver, dont l'écosystème français est bien fait pour les trouver. Et déjà, c'est une grande chance. Hein. Je me plains pas. Je dis comment trouver ce delta-là. Déjà, il y a eu un premier déblocage, c'est que le CNC déjà ouvre un petit peu ses paliers. C'est quelque chose de très récent, et je pense que la réalité virtuelle n'y est pas pour rien. De dire que les paliers, c'est pas faire un webdoc, ça
c'est cher aussi, mais la réalité virtuelle, c'est plus cher que tout ça, donc c'est bien d'ouvrir un peu ces paliers. Alors, juste pour préciser, il s'agit du déplafonnement de l'aide nouveaux médias. Exactement, de l'aide à la production aux nouveaux médias qui est déplafonné, qui était, je crois que c'est 100, c'était 100 le plafond, et maintenant il n'y a plus de plafond noté. Bon, faut pas être gourmand et ridicule, on va pas leur demander 400 000 € tout d'un coup, c'est pas le but, mais demander 140 au lieu de 100, ça peut débloquer pas mal. Donc en gros, maintenant le challenge pour un producteur comme moi, et je pense que je suis pas le seul là-dedans, c'est comment je finance mes 200-300 000 € qui me manquent. Donc je le finance en faisant ce que font les producteurs depuis 50 ans, des coproductions avec d'autres pays, parce que dans plein d'autres pays, en France on est vraiment bien loti, mais le Canada est très très bien loti, le Luxembourg a des aides aussi, la Suisse a des aides, et donc maintenant je me dis, pourquoi garder les parts de mon film si c'est pour faire un film qui n'est pas assez ambitieux, je vais ouvrir les parts de ce film et je vais aller donner des parts à un producteur étranger qui lui va m'aider à aller trouver un diffuseur, parce que les diffuseurs aussi prennent des territoires. On peut demander à un diffuseur de prendre seulement, entre guillemets, 10-12 pays, parce que j'ai besoin de garder la Chine pour un diffuseur chinois, ou j'ai besoin de garder tel territoire. On peut géobloquer les contenus, comme ça se fait sur Internet, ça se fait en VR. Enfin, on a mis tous du temps à apprendre à le faire, mais c'est des choses maintenant qu'on sait tous faire. Donc c'est plus des logiques ancestrales de la production. C'est la coproduction. Et on a un truc qui est vraiment très agréable dans le digital, c'est le côté... l'exception culturelle française est très défendue en France. Il faut, dans les films classiques, beaucoup tourner en français, c'est très important. Nous, on a la chance dans le digital d'être un peu plus souple et anguille sur toutes ces règles-là. C'est-à-dire qu'on peut tourner un film en anglais. Par exemple, moi j'ai pu tourner un film en anglais qui est aidé par le CNC. Ce que fait la musique depuis longtemps, c'est pas parce qu'on chante en anglais que c'est pas un groupe français qui fait travailler les équipes françaises. Donc c'est très bien qu'on puisse le faire. Et du coup, grâce à ça, ça fait qu'on peut aussi appeler un peu l'outre-Atlantique. On peut aller voir les États-Unis. On peut imaginer, on en parlait tout à l'heure, que des constructeurs comme HTC commencent à débloquer des fonds parce que eux vont avoir besoin de contenu. On peut imaginer, peut-être, je sais pas, je les ai pas encore vus, mais je compte aller les voir au Japon, que Sony, pour leur PlayStation Store, vont peut-être investir dans du contenu. HoloLens le fait déjà. HoloLens donne des bourses de 150 000 € qu'on peut cumuler, j'en suis sûr, avec d'autres façons de produire. Donc l'idée, c'est déjà faire bien ce que nous propose la France. C'est déjà pas facile, enfin c'est facile, mais ça prend du temps de trouver ces 400 000 €. Il faut déjà avoir tout ça, c'est déjà une énorme part. Mais souvent, un film en réalité virtuelle risque, et de plus en plus, parce que les formats sont de plus en plus lourds, de plus en plus gros. Bientôt, dans 3 ans, il paraît qu'on devra livrer des fichiers en 16K par œil à 144 images par seconde. La post-production, j'ose même pas imaginer combien ça a coûté le rendu. Et donc voilà, maintenant, il faut être malin pour aller trouver un petit peu ces sources complémentaires en coproduction, ou alors en allant voir directement les constructeurs. On peut imaginer qu'un constructeur comme HTC puisse demander une exclue, je sais pas, j'imagine tout ça on verra dans les 2 ans qui viennent. Mais après, on peut aussi dire, très bien, je fais mon film que pour HTC parce qu'il m'a permis d'avoir ces 300 000 de delta, et puis tant pis pour Oculus. Donc ce sera des choix de producteurs et des logiques de production à mettre en place, mais qui sont quand même grosso modo très inspirés de la production tout court en fait. Et est-ce qu'un modèle comme celui des minimums garantis dans le cinéma, Camille, c'est quelque chose en tant que distributeur ou exploitant qui aurait du sens pour financer, ou est-ce que Antoine parlait d'HTC, est-ce qu'on peut imaginer venir vous présenter un projet sur lequel vous seriez susceptible d'investir dans la production et récupérer sur les remontées de recettes de votre exploitation du film? Oui, alors pour investir en production, il faut investir des montants qui ont du sens pour le budget de production et qui ont du sens de l'autre côté pour nous en termes de marché et d'importance du marché qu'on peut solliciter et amener chez nous. Aujourd'hui, d'une part, on n'a pas d'argent, donc on ne va pas investir. Enfin, si on investit des montants, ce sera des montants absolument ridicules par rapport au budget de production, donc ça n'a pas encore beaucoup de sens. Et d'autre part, on a un marché, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui pour le Pick-up VR Cinéma, on a un marché qui est un marché de niche, qu'il faut faire grandir, qu'il faut faire grossir et qu'il faut faire revenir. Donc ça, c'est tout l'enjeu du moment pour nous, tout le défi qui reste à relever dans les prochains mois. Et à partir de là, à partir du moment où on sent qu'on a faire revenir les gens, j'insiste énormément là-dessus, parce que faire revenir les gens dans notre cinéma, c'est véritablement le signe qu'on passe de la simple curiosité, du simple chaland curieux de la réalité virtuelle, à un loisir à part entière, tout comme on va au théâtre, tout comme on va au cinéma, etc. Donc à partir de là, oui, ça aura évidemment du sens, et oui, il faut absolument qu'on y arrive et qu'on arrive rapidement à pouvoir coproduire des contenus, d'une part pour s'assurer une part d'exclusivité, d'autre part parce que, contrairement à la façon dont a été pensée la VR à son origine,
elle a été pensée comme ce qu'on appelle un home entertainment, c'est-à-dire un loisir à la maison. Nous, le pari qu'on fait, c'est que la VR peut être un location-based entertainment, c'est-à-dire un endroit où on se rend pour vivre des choses en réalité virtuelle. Donc, à partir de là, il va falloir qu'on ait aussi des contenus qui aient un sens pour les gens et pour nous, de proposer aux gens de venir les vivre chez nous. Il ne s'agit pas de faire la même chose chez nous que ce qu'on peut faire dans son salon. Aujourd'hui, ça fonctionne, pour être très très claire et très très franche et très très transparente, ça fonctionne parce que tout simplement, il y a énormément de curieux et les gens ne sont pas équipés. Et on est ravis de pouvoir proposer à voir ce qui se fait en réalité virtuelle. Et je pense véritablement, sans nous jeter des fleurs, mais je pense que c'est vraiment important parce que quand on parle de réalité virtuelle, et c'est ce dont on s'est rendu compte quand on a lancé le Pick-up VR Cinéma, tout le monde nous disait ouais, je vois très bien, ouais, je vois très bien ce que c'est, ouais, le masque et tout. En fait, non. Tant qu'on n'a pas essayé, et vous le savez probablement, avant que vous mettiez un masque sur le visage, on vous a probablement parlé, théorisé ce que c'est, tu vas voir, t'es dans une bulle, machin. Tant qu'on l'a pas vécu, on ne sait pas ce que c'est que l'immersion que vous propose la réalité virtuelle. Donc voilà, donc je ne sais plus très bien où est-ce que j'en étais, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où les gens s'équiperont, etc., il va falloir qu'on propose, qu'on soit capable de proposer une expérience collective ou qui ait du sens à être vécue collectivement. Et donc à cette fin, il va falloir qu'on ait des productions qui soient faites d'une certaine façon pour nous, en tout cas pour une expérience collective. Alors, Gilles, je peux juste dire un tout petit mot sur ta question, parce que moi je comprends que vous ne mettiez pas de MG, c'est normal, ça va mettre, je pense, un long moment. Nous, au début, on s'est rencontrés en parlant de distrib, on ne parlait pas encore de cinéma entre nous. Moi, je pense que ce que vont attendre les producteurs aujourd'hui, que ce soit à Berlin, à Amsterdam, à Paris, moi, je suis ravi, ils montrent mon film Philippe, et on est dans des logiques non commerciales. C'est normal, c'est le tout début. Si moi je demande à être payé, eux, ils vont en diffuser un autre, et c'est absolument logique, il faut que ça se lance. Moi, je pense que ce que va attendre le producteur, mais je serais curieux d'avoir ton avis à toi aussi, Arnaud, c'est dans un premier temps, moi je fais aussi de la pub. La pub, c'est de la commande, on vous commande un film, donc on dit sur un devis, je vais marger, je vais gagner ma vie parce que je travaille pour vous m'avez commandé un film. La production, c'est un peu notre passion, on fait un film qu'on a envie de le faire, donc on va pas marger dessus, on va prendre des frais généraux, en général, on les apporte au devis, un salaire producteur, en général, on ne s'inverse pas. Donc l'idée, c'est de financer un film, de finir flat, à zéro. On ne fait pas d'argent sur l'argent d'Arte. Ça, je précise que c'est la production interactive, parce qu'en fiction télé, je crois que ça va bien. Je crois, ouais. Mais bien sûr, mais là, on en est, nous, dans cet écosystème. Par contre, une fois qu'on a sorti notre film, on n'a pas coulé notre boîte, on est arrivé à l'équilibre, on a apporté son salaire, mais on a mangé sur d'autres choses qu'on fait à côté. La première étape, je pense, pour moi, pas tout de suite, t'inquiète pas, on est vraiment dans un premier temps, c'est avant qu'on arrive au MG, ce sera des remontées d'argent liées aux entrées. Et je trouve que ce sera déjà une super première étape. Parce qu'avant que les distributeurs, je pense, aient de quoi nous filer des MG de 45 000 €, les pauvres, je pense que ça va arriver, mais c'est pas tout de suite. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien dans un premier temps, pas tout de suite, mais ce serait qu'il y ait cette logique de remontée de revenus. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont dans un investissement, j'en suis sûr, fort, et c'est normal qu'ils doivent se stabiliser avant de proposer ça. Mais avant d'arriver au MG, je trouve que ce serait une belle première étape déjà, d'avoir une possibilité de monétisation de nos contenus, pour après espérer gagner un petit peu d'argent des contenus qu'on a fait. Voilà, je pense que ce serait une étape intéressante. C'est absolument fondamental, il faut qu'on arrive à cette étape rapidement, parce que ça voudra dire que notre business tourne. Et donc, ce sera pour nous une hyper bonne nouvelle, et on a hâte d'être à ce moment-là. Et donc, alors Camille, tu parlais de faire revenir les gens en salle. Gilles, comment on fait revenir les gens sur l'appli 360 d'Arte ? Est-ce qu'il y a une stratégie de communication, de distribution pour fidéliser une audience sur des projets 360 après l'effet de curiosité ? Justement, ça va être ça la question. Une fois l'effet wow passé, comment les programmes que l'on propose sont suffisamment intéressants pour que les gens, le public télécharge l'appli ou s'équipe et voit les programmes. Donc, il y a plusieurs. Je pense que la première, c'est déjà d'essayer de rendre l'offre lisible. Donc, à travers une appli, par exemple, qui dit ce qu'elle est, Arte 360, on se dit qu'on va retrouver des programmes à 360 degrés. Donc, c'est plutôt bien fait, on va dire. Et ensuite, c'est de surtout rendre les programmes accessibles là où sont les publics. Donc, se développe de plus en plus de support en fait, où on peut regarder de la réalité virtuelle ou de la vidéo à 360 degrés. Donc les players Facebook, YouTube, on a un player Arte aussi à 360 degrés qui permet au moins de donner un avant-goût. Alors c'est pas l'expérience idéale pour regarder un programme. L'idéal c'est quand même d'avoir le casque et peut-être le meilleur casque
plutôt qu'un casque peu cher et pas forcément totalement immersif, mais ça donne au moins un avant-goût et ça nous permet, nous, de faire parler de nos projets. Et ensuite, ça passe par des bonnes relations que l'on noue, nous et vous, les producteurs et les auteurs, avec les plateformes de distribution, puisqu'on est dans le même écosystème finalement que ceux des applications. On a des stores qui sont un peu les gardiens du temple, ou les personnes qui vont mettre en avant les programmes et avec lesquels on essaie justement de nouer des partenariats ou d'être en bonne relation pour être sûr d'être visible. Donc les stores, c'est l'Oculus, ça va être HTC, etc. Les différents stores qui vont promouvoir ces projets. Ce qui est intéressant, c'est que dans les projets que l'on développe nous en ce moment, c'est qu'on offre quelque chose de différent. Donc ça tombe bien, c'était un peu l'objectif. On offre quelque chose, des programmes différents de ce qui est proposé, notamment aux États-Unis, alors que ce soit du jeu vidéo, des blockbusters adaptés ou des expériences autour de grosses licences américaines. Donc on a un certain intérêt de la part de ces distributeurs pour mettre en valeur ces programmes-là. La question, ça va être de savoir comment on le fait sur le long terme. Aujourd'hui, on est dans une bonne période où, parce qu'on est allé assez vite, on propose des programmes plutôt de qualité. Et vous, les personnes qui s'intéressent à ces projets-là, vous avez l'occasion de tomber dessus parce qu'il y a peu de projets et finalement on ressort plutôt facilement. Mais dans 6 mois, quand Sony arrivera avec ses 50 jeux vidéo et son nouveau casque, quand Oculus aura un store plein à craquer comme l'est aujourd'hui l'App Store ou le store Google, ce sera plus difficile d'émerger et d'avoir sa place un petit peu au soleil. Donc il faut qu'on noue justement ces partenariats-là. Et évidemment, j'en parle pas, c'est sous-entendu, ça passe aussi par du marketing évidemment plus classique, c'est-à-dire de l'achat d'espace, de la promotion sur les réseaux sociaux, des campagnes de communication, comme on a pu le faire par exemple sur iPhilip au moment de la sortie de iPhilip associé aux jeux vidéo Californium et au documentaire sur Philippe Cadic. Il y a eu une grosse campagne de communication à l'antenne, sur du print, sur du numérique, et ça a permis de faire connaître le projet aussi. Alors, une des questions aujourd'hui, c'est aussi de savoir quels sont les consommateurs et les utilisateurs. Est-ce que là-dessus, vous avez, par exemple, avec ce que vous avez fait à Pickup, un profil type d'utilisateurs? C'est une question que je pose un peu pour le coup là, à vous trois, aussi bien en ligne, Antoine, que toi, ce que tu peux voir sur iPhilip ou Camille avec l'expérience de Pickup. Nous, les gens qui viennent chez nous, ça a beaucoup évolué. Au départ, donc on a lancé au départ en fin janvier dernier. Pickup VR Cinéma était un pop-up cinéma qui était hébergé par des bars et des restaurants. Et à ce moment-là, ce moment qui a duré 3 mois, on avait, disons, 80% de gens qui venaient de l'industrie, au sens large, c'est-à-dire que c'est des gens qui venaient parce que la réalité virtuelle les intéressait dans le cadre professionnel, et 20% de curieux, à la fois des gens qui aiment les jeux vidéo ou qui s'intéressent à ça, ou un copain d'un copain leur avait parlé d'eux, ou alors ils étaient en train de boire un verre ce moment-là dans le bar, et donc ils se sont dit, tiens, c'est chouette ce qui se passe en bas, si j'allais faire un tour. Aujourd'hui, donc ça c'était il y a 3 mois, 4 mois. Aujourd'hui, au Pickup VR Cinéma rue de Turenne, la tendance s'est inversée. On a 80% de chalands, si j'ose dire, de chalands dans le sens où c'est pas du tout des gens qui sont connectés ou en tout cas où la réalité virtuelle n'intervient pas dans leur environnement professionnel. C'est vraiment un acte de loisir. C'est une sortie de loisir. Et 20% de notre audience qui sont effectivement plus ou moins connectés à la réalité virtuelle dans le cadre professionnel. En ce qui concerne, juste pour terminer, en ce qui concerne la pyramide des âges et la répartition homme-femme, on est sur un peu plus de gars. Et la pyramide des âges, on est plus autour de 25-40 ans. Mais on a surtout le week-end, ça c'est un phénomène assez amusant, des familles entières. C'est la sortie du samedi et ça va de 10 à 75 ans. Donc l'interdiction potentielle de la VR aux moins de 13 ans va pas faire long feu, quoi.
Non, en tout cas pas en France, parce qu'on est assez relax par rapport à ça. C'est vrai que quand on en parle aux États-Unis et quand on leur explique le projet du pick-up VR cinéma, déjà ils disent oulala, mais c'est pas bien. C'est électrocuté. Exactement, c'est exactement ça. On va s'électrocuter. Est-ce que vous n'avez jamais eu de problème, machin. Bon, nous il se trouve qu'on n'a jamais eu de problème. On se dit que si le jour où on aura un problème, on essaiera de se serrer la pince et de se faire la bise, et voilà. Mais pour le moment, on n'a absolument jamais eu de problème. On prévient les parents, évidemment, quand il y a des jeunes enfants, en leur disant que c'est pas recommandé. En général, la réponse des parents, c'est si, ça ira. Et pour le moment, c'est toujours allé. Voilà. Notre plus jeune spectateur, il avait 5 ans. Alors le casque est un peu lourd, quoi. C'est ça le seul truc. Et il a regardé donc Walking Dead. Antoine, quelle remarque tu pourrais faire sur les consommateurs que tu... moi, pour le coup, sur cette question, je vais un peu botter en touche parce que je manque énormément d'informations. Moi, après, je vais m'en remettre à une distribution soit totalement physique. J'y suis allé une fois parce que j'étais ravi de voir des gens voir mon film, mais je peux malheureusement pas assister à ça, donc je suis ravi d'entendre la réponse de Camille. Et vous faites des études d'ailleurs. J'ai lu la dernière, vous avez envoyé un mail, et je crois on peut les retrouver dans vos études un peu. Oui, absolument. Ouais. C'est Film Opinion qui fait des études pour nous. Sur Film Opinion, c'est super parce que du coup, moi, je peux avoir un peu ces informations, mais je te répondrai en fait les choses que j'ai lues sur Film Opinion. Et pareil sur le côté, moi, j'ai pas les remontées. Je crois qu'on se fera des points tous les 6 mois un peu, parce que vous devez traquer tout ça. Mais moi, j'ai pas ces informations. Je les demande, pas assez, parce que pour l'instant, on essaie de faire des films plutôt que se renseigner là-dessus, mais je suis très curieux d'avoir ces informations. Maintenant, moi, c'est moins mon travail, je suis très curieux de le savoir, mais je suis moins au contact avec le spectateur. Donc oui, j'ai fait quelques événements, avec Pierre, c'est mon associé, on organise quelques événements, mais ces événements privés, on invite nos potes. Donc nos potes, on les connaît, on sait l'âge qu'ils sont, on sait ce qu'ils sont, donc je n'ai pas vraiment d'éléments de réponse là-dessus à te donner. Je pense que Gilles et Camille sont beaucoup plus précis dans leur réponse que moi là-dessus. Gilles, est-ce que vous traquez un peu le profil du consommateur? Pas assez. L'utilisateur. Mais en fait, on voit à peu près le volume. On sait que notamment les vidéos sur Facebook marchent très très bien. Elles font plusieurs centaines de milliers de vues. Bon, ça, vous pouvez le voir comme moi. C'est pas très compliqué, notamment grâce à l'algorithme qui fait remonter très très bien les vidéos 360 sur Facebook. L'application Arte 360, elle est à peu près à 120 000 téléchargements. Donc c'est pas mal puisqu'elle date du mois de décembre, donc on voit qu'il y a une certaine audience qui vient. Ce qui est intéressant, c'est le côté international. On est vraiment sur des audiences qui dépassent la France et l'Allemagne. Typiquement, à un moment, on a eu des mentions sûrement dans un média indien et on a eu 30 000 téléchargements d'un coup parce que on a des programmes en anglais, donc ça tombe bien. Qu'est-ce qu'ils ont regardé ? Avec Philippe notamment. Et du coup, c'est très international. En termes d'âge, ça va être compliqué. Et je pense que ça reflète un peu l'âge sur le web d'Arte. Donc, on doit être entre 30 et 50 ans. On doit être là-dessus, légèrement plus jeune, à mon avis, vu la technologie. Sur le ratio homme-femme, j'ai pas les chiffres précis, mais je suppose qu'on est légèrement plus masculin. Voilà, c'est à peu près les chiffres qu'on a. Donc, on est quand même dans des phases où 100 000, c'est pas 10 millions de téléchargements. On reste quand même sur un marché de niche, comme tu le disais tout à l'heure, qui se développe évidemment, mais voilà, ça reste encore les early adopters, comme on dit. Très bien. Est-ce que on peut effectivement prendre quelques questions de la salle, s'il y en a? J'avais une question concernant les remontées de recettes. À savoir si les plateformes VOD et SVOD, je pense aux géants actuels comme iTunes, Canal Play, Netflix, Curiosity Streams, etc., avaient l'intention de faire une branche VR, puisque finalement, c'est eux qui peuvent très facilement arriver à développer ça et donc faire prendre un peu ce nouveau média. Il y a des éléments de réponse si tu fais le curieux. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a pas encore de chiffres, il n'y a pas encore de choses comme ça, mais tu peux regarder, par exemple, que Amazon Studio a pris son Head of Comedy et l'a transformé Head of VR. Donc déjà, ils créent le poste. Donc tu peux voir qu'ils sont en train de se structurer, ces studios-là. YouTube Red vient de sortir une série en réalité virtuelle qu'ils ont préfinancée. Donc oui, ils sont en train de se staffer, ils sont en train d'y penser. Je ne sais pas à quel point, j'essaye de le savoir énormément en y allant et en scrutant les infos là-bas, un peu à la source. Mais oui, ça va arriver et on compte énormément sur eux aussi pour s'y mettre. C'est pas Arte et France Télé qui vont financer toute la VR européenne, ce ne serait pas possible. Il y a trop de projets, la moitié des gens, on l'a vu au petit sondage de Arnaud, travaillent dans la VR et veulent en faire. Il faut qu'eux aussi s'y mettent et ils sont en train de s'y mettre. Donc pour l'instant, ils ont sorti énormément de choses, comme tu disais Gilles, qui sont des choses merchandising.
des choses autour de projets existants, donc vu un peu comme un deuxième écran pour faire remonter les gens vers le truc principal qui n'est pas VR, mais on voit qu'ils vont s'y mettre. Là, il y a Doug Liman qui fait une série pour Netflix en VR, par exemple. Donc oui, c'est des choses qui arrivent, c'est le début, mais ça va arriver, c'est évident. Et après, il y a la question plus sur le modèle. Est-ce que c'est le modèle de la VOD ou est-ce que c'est le modèle de l'application qui se pose aussi? Puisqu'on peut très bien, et c'est l'idée sur iFlip, vendre le projet en tant qu'application d'une certaine façon. Et donc, ce n'est pas forcément le modèle de la VOD ou de la SVOD. Il y aura des choses hybrides, des films qui seront vendus sur les plateformes de VOD, de SVOD, et des projets, typiquement Sens, si vous l'avez testé, c'est un jeu vidéo. Donc, on est sur une application qui ira sur l'App Store, sur l'Oculus Store et que sais-je encore, et qui sera vendue de façon unitaire, d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'on développe aussi, nous, nos propres comptes, finalement, de distribution sur ces stores-là pour avoir une visibilité, carter une visibilité sur ces stores en tant qu'éditeur, finalement, de ces projets qui sont souvent interactifs, parfois du jeu vidéo, parfois de la vidéo plus classique. Alors, pour vous donner quelques informations qui vont dans le sens de ce que dit Gilles, la commission de distribution sur les plateformes type Google Play, iTunes ou Sony, c'est 30%. Donc voilà, si votre application elle est vendue 2 €, vous touchez 70% de ces 2 €. Et en fait, après, ça va beaucoup dépendre de la stratégie des plateformes. Par exemple, sur iOS, aujourd'hui, la VR n'est pas un domaine sur lequel Apple s'est engagé. La stratégie d'Apple, c'est de vous faire acheter des iPhones et des devices. Et donc, vous allez avoir beaucoup de difficultés à avoir une mise en avant de votre projet sur iOS. Aujourd'hui, le développement de la VR, c'est beaucoup plus du côté d'Android. Et donc, pour ceux qui ont suivi la conférence des développeurs de Google, l'I.O., ils ont annoncé donc Daydream, qui sera en fait un label technique pour un certain nombre de téléphones qui seront compatibles avec les applications Daydream, et y compris un store dédié à la VR qui sera sans doute le Daydream Store. Aujourd'hui, sur Android, après, vous avez une catégorie VR et vous avez aussi quelques stores dédiés comme l'Oculus Store. Vous avez aussi Steam, qui est davantage une plateforme dédiée aux jeux vidéo et donc qui finance HTC Vive. Et vous avez l'Oculus Store PC, qui va être lié au casque Oculus. Donc il y a deux pans. Il y a celui décrit par Antoine sur la production, et il va y avoir en fait derrière un modèle qui va être une extension du modèle de distribution numérique qu'on connaît sur les plateformes. Et je pense qu'il y aura aussi un dernier modèle qui sera celui de YouTube, qui a donc aujourd'hui... il y a quelques temps, il y a eu c'était à l'IO quelqu'un qui a tweeté toutes les startups qui souhaitaient être le YouTube de la vidéo 360 viennent de se rendre compte que YouTube serait le YouTube de la vidéo 360. Ils ont une plateforme, ils ont un modèle économique, et bientôt il y aura du pré-roll, donc de la publicité avant des vidéos 360. Et effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre de YouTubers qui aujourd'hui doivent, spécialement parce qu'ils sont en phase avec cette cible, travailler sur des vidéos 360 distribuées sur YouTube avec un modèle de recettes publicitaires attachées au nombre de visionnages. Et donc en fait, on est dans une extension des modèles de distribution numérique existants. D'ailleurs, YouTube Studio, il y a 1 an et demi aux États-Unis, il y a quelques mois en France, c'est équipé 360. Maintenant, les YouTubers qui ont accès au YouTube Space, je crois que ça s'appelle YouTube Studio, ont maintenant les possibilités, les ressources de faire du 360. Donc ça va tout à fait dans ce sens, ils y sont carrément. Une autre question peut-être ? Oui, j'en ai une. On parlait là des plateformes ou YouTube ou de VOD. On parlait aussi des stores mobiles, donc Oculus, Steam. Et je voulais savoir si, en dehors de ces circuits-là, un peu comme l'initiative de Pickup en France, il y avait d'autres pistes de réseaux de distribution qui émergent aux États-Unis, peut-être du côté des exploitants ou autres. Voilà. Je suis curieuse de savoir. Camille, peut-être ? Non, que je sache, aux États-Unis, il n'y a pas de VR cinéma. Il y a eu, donc, comme vous le savez peut-être, Kaleidoscope, mais qui était plus sous forme de festival, un festival itinérant qui proposait donc, à des spectateurs de participer à des projections en réalité virtuelle. Aujourd'hui, des cinémas tels que le nôtre, c'est-à-dire que, bon, tel que le nôtre, évidemment, il n'y en a pas, puisque nous, notre particularité, c'est d'avoir donc des séances collectives qui démarrent en simultané, et ça, que je sache aussi, on est les seuls à le faire. En revanche, des cinémas VR où les gens se réunissent pour voir du contenu VR dans des masques, il en existe 3, un en France, un en Hollande et un en Allemagne.
voilà pour le moment où on en est. C'est à la fois chouette parce qu'on se dit qu'on n'a pas de concurrence, c'est aussi à la fois un petit peu inquiétant parce qu'on se dit pourquoi on est les seuls. Nous, à nouveau, hein, c'est le pari qu'on prend, et évidemment, puisqu'on l'a pris, c'est qu'on pense qu'il est bon, qu'il y a un avenir pour la réalité virtuelle collective. Voilà, à partir du moment où on proposera, en tout cas, ce sera pérennisé à partir du moment où on pourra proposer des contenus qui, évidemment, vaillent le coup d'être vus chez nous et de se déplacer et de payer spécialement pour ça. Gilles, tu voulais rajouter quelque chose ? Est-ce qu'il n'y a pas le parc d'attractions en réalité virtuelle comme justement support de distribution nouveau ? Je pense à Samsung, je pense à des Six Flags ou autres aux États-Unis. Ouais, si, il y a aussi The Void en Australie, mais on est dans quelque chose d'un peu plus... Enfin, pourquoi pas, hein, c'est une possibilité. Nous, on est plus dans le pas dans le parc d'attraction, mais véritablement dans l'expérience à la fois cinématique et interactive. Voilà, c'est un autre parti pris. On va pas créer une deuxième fête foraine. C'est pas notre idée. Peut-être qu'on a tort. Peut-être qu'on se rendra compte dans un an que c'est ça qu'il aurait fallu faire. Mais je dirais que c'est pas exactement la même démarche. Nous, notre démarche, c'est de proposer des créations et de, à nouveau, faire venir et revenir les gens en leur proposant de nouvelles créations. Et c'est pour ça qu'on s'est appelé cinéma au départ, avec le même mécanisme qu'un cinéma. Le parc d'attractions, c'est un autre mécanisme qui est aussi tout à fait viable, bien évidemment, mais c'est une autre, bien que ce soit aussi de la réalité virtuelle, c'est un espace qui est complètement différent du nôtre. Antoine, est-ce que tu penses que ça va nous faire retourner au Futuroscope, la VR ? Moi déjà, j'ai pas arrêté les parcs d'attractions, donc j'aime bien ça, j'ai pas besoin que la VR arrive. Non, mais je voulais juste rajouter un petit truc sur la réponse à ce que dit madame. J'étais il y a 3 jours au Festival de la télé de Monte-Carlo, qui avait une section un peu digitale et tout, j'ai oublié de te dire, on a gagné. Et du coup, c'était cool. Et à la fin, il y a un mec du jury qui vient me voir, et c'est un Américain de Los Angeles et tout, et qui me dit... j'aimerais beaucoup distribuer ton film et tout. Je lui dis ok, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et en fait, lui, il a 2 salles. C'est pas de la VR exactement, mais bon, en tant que producteur, il faut aussi qu'on soit souple et on doit distribuer nos films. Le but, c'est que des gens regardent nos films. Et aujourd'hui, le parc VR est faible. Et qui m'a dit mais moi, j'ai 2 géodes, et des géodes pas 270, des géodes total 360 stéréo relief. Et il m'a dit je fais 20 projections en juillet et en août. J'aimerais avoir ton film dedans. Donc là, c'était il y a 2 jours, donc je vais le relancer, je vais voir comment ça se passe. Mais en tout cas, lui est venu vers moi, et c'est pas la première fois, il a déjà fait des tests VR, il sait que ça marche, et a priori, si on finit ces petits échanges de mails, je pense qu'il va pas me donner d'argent pour ça, on est encore au tout début, mais c'est pas grave, parce que ça forme l'écosystème, ça forme le marché, l'argent, on en parlera dans 2 ans. Mais voilà, donc il y a aussi cette possibilité de distribution, qui n'est pas exactement de la réalité virtuelle, qui est une autre façon de consommer un contenu fait par un réalisateur pensé à la réalité virtuelle. Il faut quand même l'accord du réalisateur pour dire on va pas montrer ton film exactement comme tu le pensais. Mais nous, par exemple, on en a testé un petit comme ça avec Pierre à Angoulême il n'y a pas longtemps. Ils appellent le Tumulte, c'est une petite géode 360. Franchement, c'était quand même super bluffant. Moi, j'étais ravi de voir mon film comme ça. Donc, il y a aussi ces schémas-là, je ne sais pas si ça va durer ou pas, mais qui sont des schémas viables de distribution du film dans des autres types de cinéma. Juste pour rajouter quelque chose là-dessus, au Festival du film de Genève l'année dernière, dans le cadre de leur programmation VR, ils ont fait une conférence sur la projection Dôme. Et en fait, les logiques de production de la VR, aussi bien en termes de format qu'en termes d'immersion, rejoignent toutes les projections faites de manière sphérique, donc justement la géode, etc. Et il y a un certain nombre de formats qui se rejoignent, et sans doute ça va redonner aussi un coup de jeune à ce type de projection. On va prendre une dernière question. Ou une avant-dernière question. 1, 2, ça marche. J'avais une question pour Antoine et un peu pour Gilles aussi. Je voulais revenir sur le budget que tu donnais de 600 000 avec 400 000 d'apport de... Le 600, ça peut être 1,2 million, hein, c'était juste pour Bien donner sûr, même pour avoir une idée. Et est-ce que les 200 000 restants, ça pourrait pas être, toi qui es aussi dans le monde de la pub, un apport du privé pour qu'ils mettent un peu son... Si, tout à fait. Et est-ce que, éditorialement parlant, puisque tu es habitué à ça, ça a posé des problèmes ou... Oui, tout à fait. Ouais, ça a posé des problèmes. Non, mais c'est des logiques. En fait, nous, c'est un nouveau format, on a une nouvelle narration, une nouvelle écriture. Après, sur le financement, ça reste très proche de financer une œuvre audiovisuelle. En effet, c'est à toi de savoir où tu mets le curseur et à bien t'entendre avec ton auteur et ton réal. Un placement, tu vois, si tu dois avoir un tel type de produit dans ton scénar, que de toute façon il y est, aller chercher une marque pour prendre le sien plutôt qu'un autre, moi, j'y vois pas d'inconvénient.
Pas du tout, c'est du placement de produit. Et j'aurais besoin de mettre ce produit dans le film quoi qu'il arrive. Si j'ai de l'eau dans mon film, que ce soit cristalline ou Evian, moi je m'en fous s'il me donne de l'argent. Par contre, de là à aller trouver des logiques de brander ton film aux couleurs d'un truc et tout, ça peut devenir délicat. C'est plus une question de curseur, de où est-ce que tu le mets. Mais oui, chercher de l'argent dans le privé, c'est quelque chose à explorer. Il faut absolument l'explorer. Et est-ce que de la part de Gilles, d'avoir un projet qui arrive comme ça, c'est quelque chose avec des financements aussi privés qui peuvent être... je sais pas, est-ce qu'il y a une dose de... C'est un peu la même réponse, le même état d'esprit. Pour l'instant, on ne le fait pas, à vrai dire, mais le projet ne s'est pas présenté de cette façon non plus. On est arrivé à financer nos projets. Si, encore une fois, ça rentre dans l'œuvre de façon logique, voilà. Après, si c'est une publicité déguisée, c'est un peu plus délicat. C'est une dernière question de monsieur qui voulait intervenir. Bonsoir. Plutôt une petite remarque par rapport aux projections de dômes. Il y a plein de planétariums qui existent un peu partout et qui sont de plus en plus équipés aujourd'hui avec des projecteurs vidéo au lieu d'être équipés qu'avec des projecteurs d'étoiles, parce qu'il y a les deux systèmes. Mais aujourd'hui, ils sont très bien équipés en projecteurs RGB, donc c'est peut-être une possibilité aussi de démarcher à ce niveau-là. Tim, je serais ravi d'avoir la liste, sans déconner. Toi, je sais que tu dois connaître ce genre de truc, j'aimerais beaucoup. Moi, je ne les connais pas assez. Alors, je crois qu'il y a un débat sur la projection full dome qui débute. Et ce sera la dernière remarque. C'est vraiment pour encourager. Allez-y à fond. Il y a évidemment une grammaire très comparable entre le domaine de l'écran géant dans les dômes, dans les univers immersifs, qui font ça depuis une trentaine d'années, et ce qui se passe en ce moment. La question, c'est évidemment celle de la taille de l'image et de la qualité de l'immersion. L'immersion, c'est l'hyper-réalité. Enfin, je crois aussi à l'animation, mais je pense que la prise de vue réelle est essentielle à la force de cet effet d'immersion, et donc se posera la question du coût de la production, parce qu'il faut une captation d'image absolument magnifique, donc il faut les dernières caméras, il faut vraiment travailler avec du 6,5K, enfin les RI, les machins, etc. Donc la question, c'est effectivement de savoir si on va décoller en termes de coût de production, évidemment aussi de durée, arriver à des formats qui font 20, 25 minutes, 30, 40 minutes, avec des vraies histoires et une énorme qualité d'image. On n'a pas le choix, sinon nos films en VR vont déjà être obsolètes dans un an et demi. Donc on n'a pas le choix. J'ai les fichiers, il y a 600 dômes dans le monde, il y en a 300 qui sont des dômes géants, et parmi ces 300, il y en a 150 qui ont des systèmes de diffusion numérique, hélas, la jeune n'en fait pas partie, mais bientôt j'espère, de très haute qualité. Donc, je veux bien le fichier. Let's go. Yes. Et par ailleurs, il y a eu une aide, un appel à projet du CNC sur de la projection. Merci au CNC. Il y a quelques mois. Je vous remercie à tous. J'espère que vous allez croquer la vie à 360, comme dit Pierre Zandrovitch, le réalisateur d'I. Philippe.